Comme toujours, un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se sont engagés en 2004 à travers une déclaration solennelle à mettre en œuvre le principe de l'égalité entre les sexes et à intégrer la dimension genre au niveau national et régional. Une autre organisation comme la CEDEAO s'est également dotée d'un cadre stratégique pour le genre et les élections. Où en sont aujourd'hui les pays membres de ces organisations quant à la représentativité des femmes au niveau des postes électifs? Quel rôle de ces femmes au niveau des postes de responsabilité? Le développement en première partie d'émission. En Afrique, les conflits retardent ou freinent l'épanouissement des populations et le développement de certains pays. À cet effet, il est essentiel de développer des mécanismes endogènes de prévention, de gestion et de résolution des conflits. Quelles méthodes traditionnelles et alternatives de résolution et de gestion des conflits en Afrique? Quel rôle des religieux et des autorités coutumières dans la gestion des conflits sur le continent? Nous en parlerons en seconde et dernière partie d'émission. Et sur ce plateau, nous sommes avec Fatou Fall. Fatou Fall, vous êtes analyste défense et sécurité. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Bonjour Daouda, je vous remercie de m'avoir invité à ce débrief. C'est un plaisir pour nous d'être là. Le plaisir est partagé, Fatou. Et en face de vous, docteur Mamaram Seck, vous êtes enseignant-chercheur à l'Institut fondamental d'Afrique noire, également secrétaire général adjoint du QDIS, le cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Merci également d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir d'être là. Tout le plaisir est pour nous, docteur. Je reste avec vous, Fatou. En Afrique, les femmes contribuent beaucoup au renforcement de la paix et de la prévention des conflits dans la région. Toutefois, elles continuent d'être sérieusement sous-représentées en tant que candidates à des fonctions publiques. Qu'est-ce qui explique ça selon vous? Alors, c'est vrai que le constat est là, mais pour parler de cette question, il faudrait déjà partir du cadre juridique. Vous l'avez dit tantôt, vous avez parlé du protocole de Maputo qui, justement, en son article 9, dispose clairement que les femmes doivent justement compétir à parité égale avec les hommes au niveau des postes électifs et à tous les niveaux. Le problème qui se pose, c'est que par rapport à ce protocole, les États africains, de nombreux États africains sont signataires, mais ne l'ont pas ratifié. Et par rapport à la ratification, nous savons tous que si tel n'est pas le cas, pour justement que les dispositions qui sont au niveau de ce protocole soient intégrées au niveau de la législation nationale, pose problème. Et même pour les États qui ont ratifié, il faudrait voir dans quelle mesure donner plus de force à ces dispositions, notamment à travers l'intégration de la parité au niveau de la Constitution, pour que la force juridique qui est afférente à cette parité soit plus de vigueur, mais aussi voir quelles sont les entraves à l'épanouissement des femmes, à l'évolution des femmes dans ces sphères électives. Nous prenons l'exemple aujourd'hui du Sénégal qui va vers des élections municipales. Le constat est là, malheureusement. Nous n'avons qu'entre 2 et 3% de femmes maires, d'après les dernières statistiques. Et au niveau du conseil départemental, nous n'avons qu'un pourcentage faible, entre 4 et 5%. Et la Gambie également qui va vers des présidentielles où aucune candidature de femme. La seule femme qui était candidate, sa candidature a finalement été invalidée. Malheureusement. Malheureusement. Et cela pose la question aussi du leadership en dehors du cadre juridique. Quels sont les mécanismes qui sont mis en place par les organisations de la société civile et autres organisations qui évoluent dans justement le renforcement du respect des droits des femmes à tous les niveaux pour que ces femmes puissent se positionner au niveau de ces sphères électives. Et docteur, c'est que par rapport à ça, ces États-là qui ratifient le protocole de Maputo, qui ne le respectent pas ou bien qui ne le ratifient pas encore, est-ce qu'aujourd'hui les stéréotypes sexistes discriminatoires, le faible taux d'éducation qu'on note dans certains pays pour la gente féminine, ou bien le taux de pauvreté élevé aussi dont elles sont victimes, n'expliquent pas en partie cette situation qu'on connaît dans certains États?
Oui, vous avez bien fait de citer ces exemples-là, ces cas-là. Effectivement, j'ai l'impression que nous ne sommes pas encore prêts à intégrer la dimension genre dans nos politiques internes, malheureusement. Et tous ces protocoles qui sont signés, même les initiatives internes aussi. On a la loi de la parité au Sénégal, par exemple. D'ailleurs, nous y reviendrons plus généralement. Voilà. Sont encore... il y a des balbutiements de changement, mais apparemment, nous, hommes politiques, acteurs politiques, nous ne sommes pas encore prêts à intégrer cette dimension-là. Je prends juste un exemple. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à la mairie de Dakar. Le duel Soham-Wardini, etc. C'est même à la limite, tu vois, je ne sais même pas comment le qualifier. Tu vois, la façon dont on a disqualifié complètement cette brave femme qui a hérité d'un poste en cours de mandat, qui a quand même fait des efforts pour maintenir le cap et qui, à l'arrivée, est écartée comme ça. Hein, parce que simplement, c'est une femme où on a... Maintenant, les élections sont devenues presque une affaire d'homme. Qu'est-ce qui justifie ça, M. Seck? Est-ce une certaine masculinisation du pouvoir politique? C'est ça, c'est une affaire d'homme. C'est une affaire d'homme. Il faut se battre dans la rue, il faut faire du spectacle, voilà, c'est une affaire d'homme. La politique est devenue carrément une affaire d'homme et c'est dommage parce que ça écarte le débat intellectuel, les échanges fructueux et tout ça, c'est mis de côté. Maintenant, c'est la confrontation. Et là, c'est une affaire d'hommes, donc les femmes sont exclues. Mais est-ce que cela ne biaise pas un peu aussi notre histoire politique? Parce qu'il y a certaines femmes aussi qui ont marqué notre époque. Il y a eu des femmes résistantes. On peut citer entre autres Aline Sitoé Diatta. On peut citer les femmes de Nder comme bien d'autres femmes également. Donc, est-ce que cela ne biaise pas également un peu notre histoire ou notre histoire politique, si je peux dire ainsi? Bien sûr, les femmes ont toujours joué un rôle capital dans nos sociétés, que ce soit dans nos royaumes. Et même que la dévolution du pouvoir était matrilinéaire dans la plupart de nos royaumes. Bien sûr, et même chez les Lébou aussi. On sait que c'est la filiation maternelle est très, très importante dans le choix des décideurs, des leaders. Mais je ne sais pas, les hommes ont pris le pouvoir, et l'ont gardé. Justement, donc, ne veulent pas le partager avec des femmes, malheureusement, et c'est ça. On a fait leur bien propre. Et nous avons une femme sur le plateau, Fatou Fall. Pour ce qui est de leur participation à la vie politique, les femmes font face à deux sortes de contraintes pour la plupart. Il s'agit d'une part des entraves structurelles causées par des lois et institutions discriminatoires, M. Seck l'a dit tout à l'heure, et d'autre part, faute de moyens, les femmes ont moins de chances que les hommes. Partagez-vous cet avis? Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, moi, ce que je vais rappeler déjà, c'est que la loi sur la parité, quand elle a été votée en 2010, ce qu'on a constaté en 2012 déjà avec les élections législatives... Et par rapport à cette loi, même sur la parité, je précise qu'elle a d'abord été votée en 2007, oui. Ensuite rejetée parce qu'elle n'était pas conforme à la Constitution, comme le disaient les juristes à l'époque, les constitutionnalistes, qu'elle était anticonstitutionnelle à l'époque. Donc elle n'est revenue que 3 ans plus tard, en 2010, où elle a finalement été promulguée en janvier finalement. Tout à fait, tout à fait. Et par rapport à cette loi, je disais que quand on regarde la tendance, c'est qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal s'est bien positionné à côté du Togo par rapport à justement le respect de cette dimension genre. Au niveau des élections législatives, même si le taux quand même reste faible, mais il reste élevé par rapport au taux que l'on observe dans les autres États de l'Afrique de l'Ouest. En 2012, il y a eu, je pense, 65 ou 64 députés femmes sur 150, ce qui fait un taux représentatif de 42% à peu près. 5 ans plus tard, nous avons remarqué qu'il n'y a pas eu vraiment de changement dans la mesure où il y a eu 70 femmes sur 165 députés, donc c'est toujours 42%. La question qui va se poser, c'est
nous allons vers d'autres élections législatives. Quel sera justement ce taux, sachant que si nous observons actuellement au niveau des listes pour les élections locales, il y a problème parce qu'il y a eu des listes justement où cette parité n'a pas été respectée. Mais en principe, ces listes devaient être irrecevables puisque c'est ce que dit la loi. En principe. Et pourtant, nous voyons des listes clairement où la parité n'est pas respectée. Ça pose problème. Voilà. Le droit est appliqué de quelle manière? Ça pose la question de l'application du droit par justement les organes qui sont censés faire respecter les textes, mais également ce sur quoi j'aimerais attirer l'attention, c'est que nous ne parlons de la parité qu'au niveau des listes. Mais au niveau des instances même de décision, si vous prenez le cas des maires, pour les adjoints aux maires, il n'y a jusqu'à présent au Sénégal pas de décret d'application fixant déjà le nombre d'adjoints par rapport à chaque commune et il n'y a pas d'encadrement strict par rapport au quota qui doit être accordé aux femmes mais aussi aux jeunes. Et ça pose aussi la question, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de ce leadership féminin, comment les femmes sont en train de réagir face à cette masculinisation du pouvoir. Mais ça pose aussi la question des violences et de toutes les discriminations qui tournent autour, parce que nous remarquons au Sénégal qu'il y a quand même une recrudescence des actes de violence vis-à-vis des femmes, pas seulement dans la vie de tous les jours, mais dans le milieu professionnel. Vous suivez, je pense, actuellement le mouvement au niveau des femmes sénégalaises qui, de plus en plus, dénoncent ces actes de harcèlement, de discrimination, même au niveau des projets liés à l'entrepreneuriat pour le financement, ça pose problème. Il y a beaucoup justement d'entraves qui sont posées et qui sont posées par les hommes. Il faudrait, dès lors que les associations de femmes, les organisations de la société civile qui évoluent dans ce domaine puissent renforcer les capacités au niveau de ces femmes leaders qui justement cherchent à émerger, qui ont les compétences, qui ont les capacités de se positionner, mais qui se retrouvent confrontées à des problèmes d'ordre politique, notamment avec l'organisation et la réorganisation des coalitions, parce qu'il faut le dire, au niveau des coalitions, les hommes sont privilégiés par rapport aux femmes, mais également pousser ces femmes à aller vers la création de partis politiques. Parce que si vous regardez le taux de femmes ayant des partis politiques, il est extrêmement faible. Et M. Seck, par rapport à ce que Fatou vient de dire tout à l'heure, nous constatons que la loi existe depuis plus de 10 ans puisqu'elle a été adoptée en 2010. Mais on a l'impression que dans les faits, l'application ou le respect tarde toujours ou bien fait toujours défaut comme il se doit. Puisque en principe, avec cette parité, on devait arriver à une assemblée au moins paritaire, si je peux le dire ainsi. Une assemblée au moins de 50-50 ou bien de 49-50, de 49-51. Mais aujourd'hui, on est encore loin de ces taux. Au Sénégal, on nous parle d'un taux de 41%. Aujourd'hui, quelle appréciation ou bien quel bilan tirez-vous de cette loi sur la parité au Sénégal, surtout comptant vers des élections locales et départementales en 2022? Bien, alors, bon, il faut quand même saluer l'avancée que nous avons eue par rapport à d'autres pays qui certainement ne sont pas à ces niveaux-là. Donc, il ne faut pas dire que nous n'avons rien fait. Mais il faut que simplement que le législateur intervienne pour faire respecter la loi. À mon avis, c'est tout ce qu'il faut faire. Il faut aussi que les femmes se battent, même au niveau local. C'est une chaîne. Il faut se battre à toutes les instances. Comment doivent-elles se battre? Faire des recours, attaquer certaines décisions en justice, aller déposer des recours au niveau des préfectures, voilà, et puis faire aussi de l'activisme, parce qu'il me semble qu'au Sénégal, c'est le seul langage qui passe, quoi. Il faut faire du bruit, il faut casser, il faut faire de l'activisme autour de ces questions-là pour faire respecter ces lois, et je pense que on est habitué à des volte-face à la suite justement de revendications fortes, de mouvements, etc.
Donc s'il faut le faire, s'il faut passer par là pour faire respecter la loi, je pense que ça vaut la peine. Mais de toute façon, on est, je pense, sur la bonne voie. Il suffit juste de pousser un peu. Fatou, malgré les avancées enregistrées pour le Sénégal, comme l'a dit tout à l'heure Dr Seck, et qui lui ont valu la 18e place d'ailleurs au classement d'octobre 2021 des femmes dans les parlements nationaux, le Rwanda reste à la tête quand même du classement comme meilleur élève au monde en matière de représentativité des femmes aux parlements nationaux. Mais cette émancipation des femmes rwandaises ne risque-t-elle pas de se heurter à la tendance autoritaire du régime en place? Alors, pour le cas du Rwanda, est-ce que ce n'est pas également une façon de se donner une belle image face à la communauté internationale, puisque c'est un régime également qui est très décrié par la communauté internationale, oui, surtout sur le plan de la démocratie et du respect des droits, des libertés individuelles et collectives? Oui, mais il faut déjà dire qu'au niveau du Rwanda, les associations féminines ont commencé depuis 90. Depuis justement les années 90, à revendiquer la place de la femme au niveau des postes électifs. Donc ça a été un combat de longue haleine. Mais il ne faut pas seulement citer le Rwanda comme exemple. Il y a le Cameroun aussi qui est en train de faire des efforts, notamment à travers l'accès gratuit à la scolarité pour le primaire, pour les jeunes filles, qui justement est en train de... Est-ce que cette mesure-là n'est pas discriminatoire aussi vis-à-vis des jeunes garçons? Je pense qu'il faut plutôt regarder les contextes socio-culturels, voir aussi le niveau de pauvreté au niveau de certaines localités pour pouvoir analyser si c'est une mesure discriminatoire ou pas. Mais le constat est là, c'est que nous remarquons qu'au niveau des pays anglophones, justement, la tendance est davantage vers l'intégration des femmes au niveau des postes électifs par rapport aux pays francophones qui traînent toujours des pieds. Parce qu'il faut le dire, en Afrique de l'Ouest, le Sénégal et le Togo sont des exemples. Et le Sénégal et le Togo sont des exemples. Je citerai un autre pays anglophone qui également fait des efforts. Il s'agit de l'Afrique du Sud qui, après l'apartheid, la question du genre a été de plus en plus intégrée dans les questions de politique nationale. Sans pour autant que mais dans ce pays-là, les réalités quotidiennes des femmes ou bien leurs droits n'ont pas trop avancé et n'ont pas trop suivi ces politiques nationales-là. Aujourd'hui, est-ce que cela ne pousse pas à nous poser la question, à savoir si ces représentations politiques ou mécaniques font-elles réellement entendre les voix des femmes? Non, pas forcément. Je crois que c'est un tout. Il faut que... Moi, je suis partisan des communautés. Moi, je pense que tout commence par la base. Je pense que la représentativité des femmes au niveau des instances doit d'abord commencer au niveau de la communauté. Il faut que des femmes dirigent des villages, pourquoi pas. Il faut que des femmes dirigent des quartiers. Il faut que des femmes dirigent aussi d'autres formes de gouvernement locaux. Maintenant, pour remonter jusqu'aux sphères les plus importantes, visibles, que sont donc l'Assemblée nationale, le gouvernement, etc. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Pour faire entendre la voix des femmes, ça doit se faire à plusieurs niveaux. D'abord au niveau local, ensuite voilà, régional et puis national. Donc il faut vraiment, c'est une chaîne, à mon avis, qu'il faut suivre. Fatou, j'ai l'impression que vous vouliez réagir par rapport à ça. Oui, tout à fait. Alors moi, je suis contre le fait d'adopter une démarche progressive, locale, régionale, présidentielle. Je dis que les femmes actuellement ont les capacités et les compétences pour justement occuper des postes à tous les niveaux de responsabilité. Je suis formellement contre cette démarche progressive. Cela doit se passer de manière simultanée. Et nous espérons très bientôt, bien évidemment, voir au Sénégal une présidente. Nous l'espérons également. Et pour confirmer, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a soutenu en 2017, pour rejoindre ce que vous avez dit tout à l'heure,
Si l'on accroît la proportion des femmes dans les institutions publiques, on aura l'assurance que celles-ci seront plus représentatives, mais ce sera aussi un gage d'innovation et d'amélioration de la prise de décision dans l'intérêt de la société. Donc là, on ne parle plus seulement d'intérêt ou de voix des femmes pour les femmes, mais dans l'intérêt de toute la société dans son ensemble. On en vient à la CEDEAO qui, en 2017, s'est dotée d'un cadre stratégique pour le genre et les élections. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, avec pour objectif de promouvoir la participation et la représentation politique des femmes en démocratie, ainsi que leur rôle dans les processus électoraux. D'ailleurs, ces pays de l'Afrique de l'Ouest sont signataires de plusieurs documents juridiques et de normes internationales portant sur les droits de l'homme et relatifs à la non-discrimination des droits des femmes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que beaucoup de ces pays, ces conventions et ces chartes ne semblent pas être une priorité, en tout cas dans les faits? Alors, est-ce qu'il faut concevoir cela sur le plan des priorités? Moi, je me dis tout simplement que les États, actuellement, je pense, ont tellement de problèmes, ils sont tellement submergés par tout ce qui se passe déjà sur le plan sécuritaire au niveau du Sahel, au niveau de la région du bassin du lac Tchad aussi, qu'on oublie souvent. Mais je pense que ce qu'il faut dire, c'est que tant qu'au niveau des textes, la valeur légale, la force juridique qu'il faut donner justement à l'intégration des femmes dans tous les processus, tant que cela ne sera pas intégré au niveau des constitutions des États, cela posera problème. Mais il ne faut pas seulement intégrer au niveau de la Constitution. Mais pour la plupart des États, c'est intégré dans leur Constitution, comme le Sénégal par exemple. Est-ce qu'on peut dire que c'est intégré? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de mettre dans la Constitution, il faut des lois d'application qui vont avec, et que ces lois d'application, justement, touchent tous les domaines. Nous avons parlé tout à l'heure du cadre des élections municipales, comment la mairie fonctionne. Et il y a des dysfonctionnements au niveau, justement, des textes juridiques, des manquements plutôt. Je pense qu'il faut faire une analyse, cas par cas, regarder, faire une évaluation, où est-ce que nous en sommes, et à partir de cela, nous pourrons dire par rapport à chaque pays, voici ce qu'il faut intégrer au niveau de la réglementation et prendre toutes les dispositions réglementaires qui vont avec pour une applicabilité efficace. Monsieur Seck, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes également défend leur droit à prendre part à la vie publique et le programme d'action de Beijing appelle également à l'abolition des obstacles à la participation équitable. Quant à l'agenda du développement durable de 2030, par le biais de son objectif 5, assure l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Reconnaît également le rôle de l'égalité des sexes dans les administrations publiques, les institutions inclusives et créer des sociétés plus pacifiques, prospères, égales et durables. Qu'en est-il de l'efficacité de ces textes? Bon, c'est des textes qui sont bien écrits, qui posent des véritables problèmes auxquels sont confrontées les femmes en général, notamment les questions d'autonomisation, d'égalité, d'accès aux ressources. Donc tout ça qui aujourd'hui se trouve entre les mains des hommes. Alors, le problème n'est pas au niveau des textes ni au niveau des initiatives. Je pense qu'il y a eu des initiatives depuis longtemps, mais c'est leur applicabilité qui pose problème. Alors maintenant, et ça, je retourne à ce que j'avais dit tout à l'heure, il faut un rapport de force. Il faut que les femmes s'organisent, mutualisent leurs efforts. Quand je parlais tout à l'heure de femmes chefs de village, chefs de quartier, c'est parce que c'est des fonctions électives où on choisit que des hommes. C'est comme si seul un homme était capable de diriger un quartier, un village, d'être maire ou même présidente d'un conseil départemental, etc. Donc, c'est des fonctions qui sont jusqu'ici dévolues à des hommes et c'est à ce niveau-là qu'il faut commencer. Donc, ce n'est pas un problème de texte. Les initiatives sont excellentes. Certaines peuvent se heurter à des croyances maintenant locales ou
voilà, régionales ou sociétales, etc. Mais dans la plupart, c'est des dispositions qui vraiment œuvrent à faire avancer la cause féminine, à faire respecter donc l'égalité des genres, l'accès équitable aux ressources, etc. et au leadership féminin. Fatou, nous en sommes presque à la fin de la première partie. Tout à l'heure, vous parliez d'une étude au cas par cas. Ensuite, analyser tout cela et essayer de voir des types de solutions pour chaque pays ou bien pour chaque zone. Mais aujourd'hui, plus globalement, comment arriver à accroître ou bien à faire respecter cette représentativité des femmes-là, que ce soit au niveau des postes électifs et plus généralement au niveau des postes de prise de décision? Alors, par rapport à cela, il faudrait déjà que l'on consolide les acquis, c'est-à-dire nous avons un ensemble de textes déjà présents. Il faudrait déjà veiller à l'applicabilité, que cela soit effectif, mais il faudrait également procéder à des travaux de sensibilisation, surtout chez les hommes, pour qu'ils comprennent que les hommes comme les femmes ont des droits, qu'ils ont les mêmes droits au niveau de ces postes, mais également renforcer les capacités des femmes, les accompagner afin qu'elles puissent trouver le lien entre capacité et ressources financières, puisque accompagner les femmes, il y a une autre couche ou d'autres couches de la société qui accompagnent également les populations. Je veux bien sûr parler des autorités religieuses et coutumières. Ce sera la thématique en deuxième partie du débrief. On se retrouve juste après. De retour sur ce plateau du débrief pour la seconde et dernière partie de votre émission. Et je démarre avec vous, M. Seck, je le disais en introduction. Sur le continent africain, la communication a dans le passé toujours joué un rôle important, que ce soit dans la prévention ou la gestion des conflits. Comment ces modes traditionnels ont pu contribuer à ramener la paix et la stabilité dans certaines zones du continent? Puisque nous avions toujours eu nos mécanismes traditionnels de résolution des conflits ou même de prévention de ces conflits-là. Merci, c'est une très bonne question. Et je dois dire que le monde, surtout l'Afrique, a commencé à avoir de sérieux problèmes quand on a mis de côté ces mécanismes de concertation, de dialogue, de résolution des conflits, pour adopter d'autres formes qui sont souvent importées et qui ne répondent pas nécessairement aux valeurs, aux besoins même de nos sociétés, je dois dire. Donc, il y a des concepts que nous connaissons tous, l'arbre à palabres, le cousinage, voilà, la plaisanterie, etc. C'est des mécanismes qui étaient là pour prendre en charge certains problèmes de la société, à savoir les rapports entre les ethnies, même au sein d'une même famille, la relation entre les plus jeunes et les plus âgés, par exemple. Alors, et qui faisait que rien n'était grave, en fait. Tous les problèmes pouvaient être solutionnés en passant par ces mécanismes-là qui, malheureusement, tendent à disparaître. Et ces mécanismes-là, on reste avec le choc entre ces mécanismes traditionnels et les lois dites importées, pour emprunter le mot à M. Seck. En Afrique, comme il l'a dit, l'arbre à palabres a toujours été un système traditionnel où un règlement à l'amiable demeure le principal mode de règlement pacifique des conflits. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'oralité et l'entente fraternelle ne se heurtent pas à la règle de droit international dans le règlement des conflits sur le continent, Fatou? Alors, il faut dire que parmi les mécanismes de résolution des conflits, les mécanismes traditionnels ont leur place. D'ailleurs, jusqu'à présent, dans la résolution des conflits, au niveau local, ces mécanismes sont très utilisés. Je prends l'exemple de Mopti, là où on a vu des groupements de jeunes qui appartiennent au Dogon, d'une part, et au Peul, d'autre part,
et qui ont justement mis à contribution les autorités coutumières et religieuses pour trouver un consensus entre ces deux communautés pour justement arrêter ces massacres. Donc on ne peut pas dire que ces mécanismes ont carrément disparu parce que jusqu'à présent ils existent au niveau local. Ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'au niveau national, donc au niveau d'une plus grande envergure, ces mécanismes ne sont pas utilisés et il convient de voir dans quelle mesure on pourrait justement les mettre à profit. Par ailleurs, il faudrait soulever un constat, c'est que nous avons remarqué au niveau des communes ou des localités qui se posent des problèmes liés à des questions d'ascendance, à des questions d'ethnie. Et là, ça pose justement la question de la légitimité, mais également de la communication au niveau de ces autorités coutumières et religieuses. Quelle est la perception que ces autorités ont par rapport à ces questions et quel est le message qui est véhiculé? Parce qu'il faut le dire, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et quelles sont les raisons pour lesquelles ça ne marche pas au niveau local? Et si on regarde souvent, il y a ces questions d'ascendance, de discrimination liées à l'ascendance et à tout ce qui tourne autour des ethnies. Je reste avec vous sur ces messages-là de ces autorités. La zone du Sahel fait de plus en plus face au terrorisme et à la montée de l'extrémisme violent. Comment arriver aujourd'hui à prévenir ou résoudre de tels fléaux avec l'implication des autorités religieuses et coutumières? Vous avez donné l'exemple de Mopti entre le conflit qui oppose les Dogons aux Peuls. Aujourd'hui, comment arriver à utiliser ces méthodes traditionnelles pour faire face à l'extrémisme violent ou au terrorisme? C'est-à-dire, déjà, lors de l'élaboration des stratégies de lutte, il faut que tous les acteurs soient impliqués. Quand je parle de tous les acteurs, je ne parle pas que les acteurs à l'échelle nationale, mais au niveau local, puisque l'application se fait au niveau des communautés. Ces autorités au niveau local doivent donc être fortement impliquées dans l'élaboration des stratégies parce que ce sont celles qui sont le plus proches des populations. Elles connaissent le contexte social, le contexte historique, le contexte culturel, donc elles sont plus à même de donner des informations qui pourraient être mieux exploitées par rapport aux mécanismes qui sont mis en œuvre pour régler ces conflits. Monsieur Seck, en 2018, s'était tenue à Nouakchott, en Mauritanie, une rencontre même des chefs coutumiers et religieux des États membres du G5 Sahel autour d'une meilleure interprétation de l'islam qui bannit les formes d'intolérance et d'extrémisme violent. Aujourd'hui, quel impact de telles rencontres pourraient avoir sur la lutte contre la montée de l'extrémisme religieux? C'est des rencontres, à mon avis, qu'il faut faire. D'abord, au niveau local. Je crois qu'il faut que toutes les autorités religieuses de ce pays comprennent les enjeux sécuritaires et les défis qui nous interpellent, que ce soit quelque chose issu des conflits politiques, que ce soit aussi les risques, en tout cas, d'être confrontés aux mêmes problèmes que les autres. Je veux citer le Mali, etc. Alors, il faut que d'abord, au niveau local, que toutes les autorités religieuses se concertent, qu'elles soient coutumières, religieuses ou catholiques, musulmans, etc. Mais qu'au niveau régional aussi, comme ça se fait au niveau des chefs d'État, que toutes ces communautés-là se retrouvent parce qu'ils ont encore un discours qui peut porter. Si je prends le cas du Sénégal, un chercheur français avait écrit qu'au Sénégal, on est d'abord disciple d'un marabout avant d'être citoyen d'un pays. C'est tellement vrai que à chaque fois qu'il y a un conflit et que ce conflit devient presque insoluble,
on s'en remet à l'autorité religieuse qui intervient et qui essaye qui réussit. Hein, Et d'ailleurs, on développera plus globalement cet exemple-là du Sénégal, mais on reste toujours avec ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que cela aujourd'hui doit pousser à institutionnaliser la posture, pas institutionnaliser dans le sens politique du terme, mais c'est-à-dire une plus grande considération qui leur est donnée ou bien une consultation quand c'est nécessaire par rapport à certains problèmes que traversent les pays? Oui, il faut institutionnaliser ces rencontres. Maintenant, les pays ont aussi des réalités différentes. Je ne peux pas dire que l'influence que nos marabouts ici ont sur nos acteurs politiques ou la politique en général est la même chose au Mali, en Mauritanie, etc. Mais je crois que si on passe par exemple par les organisations islamiques ou religieuses en général, où se retrouvent toutes ces autorités religieuses locales, pour justement avoir ces rencontres-là, ce serait une bonne chose. Ou alors on passe par les imams et les évêques, les prêtres, etc., pour le faire. Donc l'institutionnalisation va passer par les institutions religieuses d'abord, je crois, au niveau régional. Maintenant, si un pays comme, par exemple, le Mali, où il y a peut-être une autorité religieuse influente comme les marabouts du Sénégal, ces autorités-là peuvent aussi se retrouver et peut-être créer un cadre. Mais je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de passer par les institutions religieuses. Fatou, tout à l'heure, vous aviez commencé à développer sur le rôle de ces autorités locales pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme ou l'extrémisme violent. On reste sur cette question-là. D'ailleurs, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait appelé en octobre 2019 à sortir des mots et passer aux actes pour renforcer son appui aux organisations régionales africaines dans la prévention des conflits sur le continent, plutôt que de devoir régler des conflits déjà existants. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas adopter la même approche pour ce qui est des autorités religieuses et coutumières, si l'on sait que quand même ils ont une certaine expérience avérée de résolution ou de prévention des conflits dans le passé? Alors, adopter la même expérience à tous les niveaux, il faut faire attention parce que la résolution des conflits, c'est une question très complexe. Il s'agit déjà de caractériser le type de conflit et de voir s'il s'agit par exemple de conflits entre communautés, comment ces autorités peuvent influencer les communautés, quelles sont peut-être les personnes clés, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'au niveau des communautés, il y a des leaders, communiquer avec ces personnes afin qu'elles puissent sensibiliser les autres. Cela revient à dire qu'il faut contextualiser toujours par rapport au type de conflit, mais aussi faire très attention parce qu'on est dans un environnement très compliqué. Nous savons que les groupes armés recrutent vraiment au niveau de toutes les tranches de la population par rapport au traitement de ces autorités coutumières et religieuses. Si jamais elles se sentent parfois écartées de la société, est-ce qu'elles n'auraient pas tendance à rejoindre ces groupes armés? Ça, c'est une éventualité vraiment à analyser. Par rapport aussi au contexte économique, si ce ne sont pas des cadres qui sont assez pris en compte par rapport au développement économique de la région, justement, nous pouvons être confrontés à des possibilités d'enrôlement. Et alors, quel est le message ou quels sont les actes qui seront posés par rapport à la résolution des conflits à l'échelle locale? Monsieur Seck, pour ce qui est de l'institutionnalisation dont on parlait tout à l'heure, de cette responsabilité-là des autorités religieuses et coutumières, des initiatives ne manquent pas. Nous pouvons citer par exemple la fondation Mohamed VI des imams, oulémas et animateurs africains, une initiative du Maroc qui, à travers la diplomatie religieuse, prône le dialogue entre les peuples, milite contre l'extrémisme religieux et fédère des initiatives de prévention entre pays membres. Aujourd'hui, que pensez-vous de telles initiatives? C'est des initiatives à saluer. Venant du Maroc, c'est encore plus important parce qu'on sait les relations
séculaire qu'il y a entre le Maroc, par exemple, et le Sénégal. Et l'institut qui est à Rabat, justement, qui forme des imams, voilà, et qui les prépare à délivrer des messages pacifiques, pas extrémistes dans leur pays d'origine. Je pense que c'est des initiatives comme ça qu'il faut faire, et c'est, comme je le disais tantôt, c'est au niveau local qu'il faut commencer. Donc l'imam, c'est la première autorité religieuse locale. Donc il lui incombe ce rôle, cette responsabilité d'apaiser, de s'adresser à sa communauté, n'est-ce pas, pour la sensibiliser sur ces questions-là de paix et de cohabitation pacifique entre les communautés. Donc, je pense que c'est des initiatives comme ça. Et il y a d'autres organisations ou d'organismes qui sont en place. Il y a l'OCI, il y a la Ligue islamique mondiale, il y a tous ces organismes, toutes ces organisations-là qui doivent aussi jouer leur rôle dans la pacification des rapports entre les communautés. Fatou, est-ce que cela ne rejoint pas ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au renforcement même de la capacité ou bien des capacités de ces autorités religieuses et coutumières pour éviter qu'eux aussi ne tendent vers l'endoctrinement ou bien vers l'extrémisme? Est-ce que ça ne rejoint pas ce que vous disiez tout à l'heure? Oui, ça rejoint en partie ce que je disais tout à l'heure, mais j'attire encore l'attention sur un autre aspect, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il faut tenir compte de la forme d'État dans lequel nous nous trouvons. S'il s'agit d'une république laïque, s'il s'agit d'une république islamique, parce qu'il y a un encadrement juridique qui est rattaché à cette forme de république. Et il faut justement trouver le juste milieu entre le renforcement des capacités de ces autorités coutumières et religieuses et le respect des lois en vigueur par rapport à la forme de république dans laquelle nous nous trouvons. Et je reste avec vous. Dans beaucoup de pays du continent, ces autorités coutumières et religieuses jouent un rôle de régulation sociale. L'exemple du Sénégal, nous en venons maintenant à M. Seck. Ils sont très influents et contribuent à la stabilité sociale et à lutter contre les violences. Quelle analyse faites-vous du rôle des religieux dans un pays comme le Sénégal? Alors, le Sénégal est un cas particulier en Afrique de l'Ouest, dans la mesure où il existe différentes confessions, mais également différents courants, et tous ces groupes sont toujours parvenus à vivre en paix, dans une parfaite cohésion sociale, et quels que soient les problèmes qu'il y a eu à avoir au niveau du pays, il y a toujours eu des solutions qui ont fusé. Le constat est là, des messages d'apaisement ont toujours été lancés par ces autorités religieuses au niveau du Sénégal. Et on reste avec le Sénégal. Dr Seck, vous êtes d'ailleurs secrétaire général adjoint du QDIS, le cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Qu'en est-il de votre organisation et de la charte de non-violence que vous avez initiée pour prévenir les violences en période électorale? D'autant plus que nous tendons vers des élections en janvier 2022. Il faut dire d'abord que ce que nous sommes en train de faire, donc l'initiative de la charte pour la paix, est en droite ligne avec notre plan d'action. Donc, le cadre unitaire a été créé dans le but de prendre en charge certaines questions liées d'abord à la promotion de notre patrimoine culturel qui est inconnu, religieux, inconnu, la question de la mendicité, les daras, leur prise en charge dans les politiques publiques. Mais il y a aussi justement la gestion proactive et réactive même de ces conflits-là. Ce qui fait que quand, par exemple, un problème survient, ce n'est pas la première fois que nous intervenons pour pacifier des rapports. Nous l'avons fait quand il y a eu le problème du voile, par exemple, dans les écoles catholiques sénégalaises. Nous l'avons fait
quand il y a eu ce problème entre l'association des maîtres coraniques et l'État. Donc, d'ailleurs, nous sommes en train de faire ça. C'est un processus qui n'est pas encore à son terme. Et la dernière action, c'est justement les événements de mars 2021, où le cadre s'est levé pour dire il faut aller vers nos autorités religieuses. C'est le cadre qui est allé vers les autorités religieuses de ce pays pour leur dire aidez-nous à rétablir la paix entre les protagonistes. Et nous l'avons fait, tout le monde a constaté, le résultat est là. Donc les choses sont rentrées dans l'ordre. Alors, mais ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal ne nous épargne pas une deuxième vague, comme parlait un homme politique. Donc, nous sommes levés pour dire on va vers les acteurs, leur rappeler d'abord le contrat moral qui les lie au peuple sénégalais. Ce contrat moral, cette entente qui a éteint le feu, qu'ils se rappellent d'abord cela, mais aussi qu'ils évitent qu'une pareille situation réapparaisse et que les mêmes... Par rapport aux événements de mars dernier, vous avez donné tout à l'heure plusieurs exemples, à savoir comment est-ce que les religieux ont contribué à apaiser les tensions. Oui. Vous avez aussi donné l'exemple du port de voile dans les écoles catholiques sénégalaises et bien d'autres exemples. Mais tous ces cas-là, j'ai l'impression que c'est plus dans la gestion ou la résolution des conflits. Mais qu'en est-il de la prévention? Rien que pour les événements de mars, nous avons eu 14 morts. Donc la violence était déjà faite. Donc vous êtes venu pour la résolution ou la gestion. Mais qu'en est-il des activités de prévention que mène le cadre? Oui, alors je pense que ça a surpris tout le monde, y compris les autorités de ce pays. Je crois que s'ils étaient avertis à temps, ils auraient peut-être eu une meilleure gestion de cette crise. Donc, effectivement, c'est la prévention qui doit être primordiale. Et je pense que nous y sommes. Nous avons toujours pris des initiatives. Le cadre unitaire de l'islam, au début, déjà depuis sa création, avait l'ambition même de renforcer, et je pense que c'est toujours de mise, le dialogue interreligieux, parce que souvenez-vous, on a eu des problèmes au mois de... D'ailleurs, je voulais en venir. Là, sur ce plan-là, est-ce que le nom ne pose pas problème? Non. Parce que ça aurait été bien de voir aujourd'hui le clergé également représenté au sein de ce Bien sûr, mais c'est parce que l'initiative est partie des comités scientifiques des différentes familles religieuses. Donc c'est au niveau vraiment de ces familles religieuses islamiques qu'est partie justement l'initiative. Mais pourrait-on voir l'ouverture du cadre au clergé et à d'autres? Mais même au début, je pense qu'au début, nous sommes allés voir les autorités religieuses. Peut-être qu'on peut se retrouver dans un cadre plus vaste, donc interreligieux, qui serait la fusion peut-être d'entités comme le cadre unitaire de l'islam, pour davantage prévenir les conflits interreligieux. Mais justement, pour revenir à votre question, je pense que nous avons fait beaucoup d'actions préventives contre les crises et les conflits. On reste avec cette crise qu'a connue le Sénégal durant le mois de mars dernier. Par rapport à cette crise-là, il y a eu 14 morts, je l'ai dit tout à l'heure. On constate que souvent au Sénégal, chaque fois en période électorale, il y a des violences qui sont notées un peu partout dans le pays. C'était pareil également lors des événements préélectoraux avec la 3e candidature du président Abdoulaye Wade, où il y avait également eu plus d'une dizaine de morts. Aujourd'hui, comment faire pour prévenir de telles violences? Bien évidemment que ce n'est pas quelque chose de normal, parce que oui, nous pouvons exprimer, dérouler nos programmes, nous pouvons battre campagne, mais nous le faisons pour qui? Nous le faisons pour les populations. Alors, est-ce que les populations
doivent être toujours dans des situations de tension lorsque des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques déploient ou déroulent leur programme? Non, bien évidemment, non. Et il faudrait qu'au niveau des États africains, parce que ça ne se passe pas seulement au Sénégal, il faudrait qu'au niveau des États africains, que les hommes et femmes politiques, aussi bien du côté du pouvoir que de l'opposition, mais trouvent un consensus, un cadre de discussion. Et je pense que c'est ce qui a donné naissance à cette histoire de dialogue national qui, en vérité, n'a pas porté ses fruits comme on l'espérait. Et par rapport à cela, justement, ça pose la question du rôle que doivent jouer les autorités coutumières et religieuses. Oui, le rôle que ces autorités doivent jouer, c'est un rôle de sensibilisation, d'apaisement. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans une république et que le principe de souveraineté est là. Ce sont les textes qui s'appliquent. Alors, comme je le disais tout à l'heure à Seck, est-ce que aussi ce rôle de sensibilisation ne doit pas aussi intervenir en amont, c'est-à-dire de façon préventive? Parce que souvent, on voit que le mal est déjà fait, si je peux le dire ainsi, même s'il contribue certes à apaiser les tensions, à éviter le pire au pays, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi plus miser dans la prévention et que cette sensibilisation soit plus menée dans la prévention? La prévention, d'accord, la sensibilisation, d'accord, mais de quelle manière? Est-ce que c'est une charte qu'il faut poser sur la table et demander à un parti politique ou à un groupe de partis politiques de manière particulière? Mais justement, ça pose la question de la souveraineté. Nous ne sommes pas dans un État en guerre. Nous n'avons pas de conflit armé au Sénégal. Ça, il faut le rappeler. Il faut dire qu'au niveau du Mali, lorsque les autorités coutumières et religieuses se sont impliquées, c'est parce qu'il y avait déjà une situation de conflit. Nous sommes dans le cas de violence préélectorale. Nous ne sommes pas dans un conflit armé. Donc, il faut faire attention. Pour moi, signer cette charte revient tout simplement à fragiliser les institutions. L'État sénégalais n'est pas en faillite. Signer une charte de cette façon, ça revient à se poser des questions sur la viabilité des institutions sénégalaises. Or, en droit, ça pose problème. Ça veut dire que l'État sénégalais n'est pas en mesure d'assurer la sécurité et la stabilité au niveau de son territoire. Et ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce degré. Par ailleurs, ce que je voulais dire par rapport à ce cadre unitaire, moi, je me pose des questions par rapport à la représentativité. Nous sommes quand même dans un État où il y a différents courants. Est-ce que tous ces groupes religieux sont représentés au niveau de ce cadre unitaire? C'est la question que je pose. Donc, M. Seck, tous ces groupes religieux sont-ils représentés au niveau du cadre? Vous avez bien fait, madame, de poser la question de savoir qui sont dans ce cadre. Je pense que c'est, à mon avis, c'est le cadre le plus représentatif qu'on ait eu dans ce pays en termes de sensibilité religieuse. On y retrouve les confréries, on y retrouve les associations islamiques et d'autres, même ce que nous appelons entre guillemets arabisants, donc qui ne sont pas affiliés forcément à des groupes confrériques, sont dans le cadre. Donc, et nous sommes une association reconnue. On a déposé des textes, comme cela se fait, au niveau du ministère de l'Intérieur pour avoir une reconnaissance juridique comme association. Maintenant, c'est vrai qu'il y a à l'intérieur des familles religieuses, tout le monde sait qu'il y a une autre forme de représentativité, de gouvernance, mais nos rapports avec ces familles-là, c'est des rapports de confiance parce qu'ils ont tous un représentant au niveau du cadre. Malheureusement, M. Seck, nous sommes arrivés au terme de cette émission, malheureusement. Je rappelle que nous recevions Fatou Fall, analyste défense et sécurité. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Tout le plaisir pour nous.
Merci. En face de vous, vous aviez Dr Mamaram Seck, qui est enseignant-chercheur à l'Institut fondamental d'Afrique noire, également secrétaire général adjoint du cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Merci également à vous. Merci de nous avoir invités. Merci également à l'équipe technique qui nous a facilité la préparation de cette émission. Merci à vous également de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Médian.